Moi, je crois qu'il faut en revenir à l'être humain, l'homme africain. Et on a l'impression que, bon, quand on a dit ça, on n'a rien dit. Mais en réalité, pourquoi nous avons aimé cet exercice? C'est précisément parce que, d'abord, on a un éditeur qui nous l'a proposé, mais on ne sait plus s'écrire, échanger ces lettres. Parce que moi, je me suis trouvée dans une situation de grande solitude au Mali. Et précisément parce que les gens, je ne dis pas que je représente les Mali ou un contre-pouvoir, ou disons qu'en tant que personne humaine, on est arrivé à un stade de ces relations avec l'ancienne puissance coloniale où on peut se permettre d'interdire à Paul ou Pierre et de critiquer. On veut la démocratie, mais pas jusqu'à un certain point. Hein, que ça se limite aux élections et pas de discours, disons, tant que vous tapez sur vous-même, et surtout en tant que femme, tant que vous vous limitez à la critique des valeurs culturelles oppressives, tout va bien. Mais n'essayez pas de questionner le monde global et dans ses atrocités à la lumière de vos propres valeurs de culture. Dire, voilà, nous aussi, nous avons une pensée, nous avons la possibilité, nous voulons, nous revendiquons des valeurs et des principes qui doivent nous permettre de façonner, de changer, de nous assumer. Et ça a été le combat de toujours. Et il reste d'actualité. Et du début de cette crise jusqu'à ce jour, bon, les choses se sont, disons, décantées à un moment donné, mais tant que c'est la CEDEAO, c'est à la CEDEAO que l'Occident, en tout cas que la France avait confié le soin de gérer localement cette affaire avant sa militarisation, ça a été comment tenir les voix discordantes pour qu'on n'aille pas dire qu'il ne faut pas intervenir. Donc on a vu surgir des acteurs extérieurs à nos frontières qui se disaient forts de la légitimité de leur propre pouvoir, ce qui n'était pas le cas, mais qui pensaient devoir et pouvoir régler le cas malien. Donc on a mis le Mali, on a fait du Mali, tu vois, une chose, disons, le frère en tout cas que l'on pouvait se permettre de sacrifier et pour que la sécurité soit dans la sous-région. Mais de cela, on sort en investissant davantage dans les peuples, les humains, les Sénégalais, les Maliens, qui ne sont plus dupes, qui ont besoin de comprendre, bon, qui nous approchent, les jeunes. Et Boris insiste beaucoup là-dessus en disant on fait tout ce travail-là pour cette jeunesse désinformée, manipulée, qui en veut mais qui ne sait plus. Donc nous pensons qu'il faut une réappropriation du combat par les Africains, il nous appartient d'inventer les armes de ce combat. Et moi je crois que les meilleures armes qui puissent nous permettre aujourd'hui d'y arriver, c'est les idées. La bataille des idées qui a sa place jusqu'ici, ici et là-bas. Nous ne pouvons nous en sortir, vous et nous, que lorsque nous privilégions et ces échanges qui permettent de savoir qu'en réalité, il n'y a pas tellement de différence, mais il fait bon de montrer les Africains du doigt pour ces gens-là, comme dit Brel, bon, qui ne s'en sortent pas et qu'il nous faut aider. Mais vous savez, dans cet espace francophone d'Afrique, vous avez beaucoup de raisons d'être en colère, d'être triste, d'être en colère lorsque vous voyez les soldats sénégalais, maliens, ivoiriens qui viennent défiler le 14 juillet chez l'ancien colonisateur.
d'être triste lorsque on se souvient de l'affaire du retour des cendres de Savorgnan de Brazza, voilà, exigé par le gouvernement congolais. Voilà, ramenez-nous ce colonisateur, ce conquérant qui nous a fait tant de bien. C'est hallucinant, c'est ridicule. Il y a aussi des raisons d'être inquiet. Quand on voit ce qui se passe au Mali, mais au Sénégal aussi, qui est un pays stable et tout. Mais quand on voit le degré de pauvreté, quand on voit comment dire, tous ces jeunes dans les rues, mais qui ne savent pas où aller, qui ne vont pas à l'école, qui sont exploités, qui sont abusés. Voilà, quand on voit l'effondrement du système éducatif qui est important, il y a des raisons d'être inquiété. Mais malgré tout, moi, je soutiens que même dans cette partie de l'Afrique-là, il y a eu des progrès. Tout de même. Il n'y a pas longtemps, c'était des gens comme Bokassa qui tenaient ces pays-là, qui avaient droit de vie et de mort sur tout le monde. Il y avait même, aujourd'hui, oui, il y a des contentieux électoraux, mais il n'y avait même pas d'élection avant. Voilà. Il y a un minimum de légitimité, il y a un espace politique plus ouvert, on ne peut plus tout se permettre. Même quelqu'un comme Compaoré, qui est la personne cruelle que l'on sait, ben, il est aujourd'hui dos au mur, parce qu'il voulait simplement rester au pouvoir plus longtemps que ne pouvait l'admettre le peuple burkinabé. Donc voilà, je considère que les progrès dans les sociétés humaines se font un peu, évidemment à notre insu, c'est évident, mais pour moi ce sont des poussées millimétriques. C'est pas du tout des grands bonds en avant, des trucs spectaculaires. Ça se passe en profondeur, ça se passe lentement, doucement, mais il y a encore beaucoup à faire. Et je crois que la première chose, c'est tout en valorisant, voilà, la nécessité de l'unité africaine, du panafricanisme, etc., mais que chaque pays apprenne à penser aussi, pas seulement, mais aussi selon ses propres dynamiques, selon ses propres réalités. On prend deux pays que l'on peut considérer comme des pays jumeaux, le Sénégal et le Mali. Mais il y a des forces, mais qui travaillent ces sociétés, mais qui sont extrêmement différentes. Par exemple, vous n'avez pas le phénomène maraboutique, le phénomène confrérique qu'on a au Sénégal, qui est tellement important. On ne l'a dans aucun autre pays d'Afrique de l'Ouest, dans l'espace musulman. Ça commence chez nous. Voilà. Donc il faut aussi, je pense, voilà, cesser de croire que l'Afrique doit progresser ensemble ou stagner. Je crois que chaque pays a des échappées solitaires sont possibles. Et moi, une des choses qui me rend le plus optimiste, parce que je tiens aussi à... Oui, c'est l'optimisme de la volonté, finalement. La volonté de s'en sortir. Mais c'est quand le président du Niger dit, mais on va renégocier les contrats d'Areva. On ne sait pas ce que ça va donner. Mais quand on sait que, depuis Amani Diori, tous les présidents du Niger qui ont soulevé cette question ont été flingués entre guillemets, parfois au propre, parfois au figuré, ont perdu le pouvoir par la volonté de Paris. Mais on se dit quand même que la nouvelle génération de politiciens africains, malgré toutes les critiques que l'on peut faire, eh bien, voilà. Ils ont compris. Voilà, compris. Ils se sentent surveillés par leur peuple. Cette composante-là, c'est important. Je disais tout à l'heure, juste avant que vous ne veniez à une journaliste, mais Ibeka, moi, il m'intrigue en définitive. Parce que ça n'a rien à voir, je ne vais pas citer de nom pour ne pas être désobligeant,
avec ces présidents banania, tu vois, avec qui on peut en faire ce qu'on veut, on peut, oui, des tapes amicales, bon, on va draguer ensemble, bon, voilà. Mais on a tous des noms sur les lèvres, mais en même temps, lui, il semble pas du tout comme ça. Il semble, qu'il a un propos très articulé d'abord, il semble avoir une réflexion et du caractère. Et je crois que c'est vrai, ça passe aussi. L'histoire se fait aussi avec les hommes qui ont, qui ont des guts, quoi, qui ont du caractère. Moi, je rends hommage sans complexe dans ce livre à Paul Kagame. Hein, et j'ai pas de problème avec ça. Pour moi, des gens comme ça, c'est de ça que l'Afrique a besoin. Et puis, les pays règlent leurs problèmes. Et à un moment donné, eh bien, on ne dira plus, oui, que l'Afrique a réussi ou a échoué, mais que, pour moi, c'est à ça qu'il faut arriver. Que dans tel pays africain, ça se passe bien. Ici, ça se passe moins bien. Là, ça se passe mal. C'est pour moi à ça qu'il faut arriver.